Encore une fois à tout le monde. Merci d'être parmi nous pour le premier jour de nos People for Impact Days qui vont se tenir sur 3 jours, avec comme thématique aujourd'hui les avantages et inconvénients des micro-entreprises vs société, avec notre partenaire l'expertcomptable.com. Euh, alors, pour information, ça va être enregistré, le webinaire va être enregistré. On vous enverra le replay euh, suite au webinaire. Euh, je vais quand même représenter très rapidement People for Impact pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Euh, donc, on a été lancé par Birdeo il y a bientôt 5 ans maintenant. On est une plateforme avec aujourd'hui plus de 2000 experts indépendants spécialisés sur tous les sujets de la RSE, du développement durable, qu'on met en relation avec des entreprises qui viennent nous voir avec des besoins ponctuels euh, sur ces mêmes sujets. Et donc, pour me présenter moi rapidement, entre autres, j'anime la communauté, la grosse communauté d'experts. Et puis, on a aujourd'hui aussi Léa avec nous qui, elle, s'occupe de la partie communication. Euh, et je donne la main à Sébastien de l'expert comptable qui va lui-même se présenter. Merci Marie pour cette présentation. Pour me présenter rapidement, je suis Sébastien de l'expertcomptable.com. Donc, aujourd'hui, l'expertcomptable.com, on est un cabinet d'expertise comptable 100% en ligne et uniquement spécialisé sur toutes les activités de prestation de services intellectuels. Ma mission, plus particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment d'être consultant au sein de ce cabinet. Donc, vraiment pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent se lancer en tant qu'indépendant. Donc, de l'accompagnement notamment sur le conseil, dans un premier temps, sur les différentes structures juridiques possibles. Et ensuite, l'accompagnement vraiment quand la société est créée sur les obligations finalement que chaque dirigeant doit avoir en tant que dirigeant de leur société. Donc, ça va totalement rejoindre le webinaire et la présentation du jour, les différents statuts, notamment dans un premier temps la micro-entreprise versus les différents statuts de société, avantages et inconvénients de ces différentes structures juridiques. Donc, qui se cache, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une équipe dans un premier temps spécialisée dans la création d'entreprises, mais également dans l'accompagnement comptable des freelances. Aujourd'hui, l'expertcomptable.com, c'est environ 2500 à 3000 créations de sociétés par an. Concernant le webinaire du jour, donc dans un premier temps, on va effectuer quelques rappels sur le statut de la micro-entreprise. On va pouvoir voir un petit peu les différents seuils de ce statut, les différentes limites, mais également les avantages. Et ensuite, on pourra faire le point sur les différents statuts de société. Vous verrez qu'il y en a principalement 2 qui en ressortent. Et on pourra également basculer sur les frais déductibles que vous allez pouvoir réaliser, passer en charge de votre société quand vous êtes sur ce statut juridique. N'hésitez pas au sein du webinaire, si vous avez des questions, à pouvoir les poser en temps réel. Ça permettra de rendre ce webinaire un petit peu plus vivant et surtout, ça nous permettra vraiment de pouvoir les aborder au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, Léa et Marie, à m'arrêter si il y a des questions qu'on puisse les aborder en temps réel. Concernant quelques rappels sur la micro-entreprise, donc aujourd'hui, la micro-entreprise, ce qu'il faut savoir de ce statut-là, c'est que c'est un statut qui est très simplifié. Pourquoi micro-entreprise? C'est un régime micro-social et micro-fiscal. Donc, au niveau des différents principes de ce statut-là, vous avez un suivi administratif qui est très simple. Vous avez un taux de cotisation sociale et de l'impôt sur le revenu qui sont calculés sur un niveau de chiffre d'affaires encaissé. Donc, vous n'avez aucune obligation, c'est vraiment juste une simple déclaration que vous devez réaliser de votre chiffre d'affaires tous les mois auprès de l'URSSAF, auquel est soumis un taux de cotisation sociale. Et ensuite, vous avez bien entendu une case bien spécifique dans votre déclaration d'impôt sur le revenu pour les revenus propres de votre micro-entreprise. Vous avez donc un seuil de chiffre d'affaires à respecter quand vous êtes sur ce statut de micro-entreprise qu'on va voir juste après.
Au niveau du régime social, sur cette micro-entreprise, vous êtes travailleur non salarié. TNS, vous dépendez de la sécurité sociale des indépendants. Votre taux de cotisation sociale, qui est calculé sur votre chiffre d'affaires, va être différent en fonction de votre domaine d'activité. Pour toutes les activités de prestation de services intellectuels, vous êtes à 21,2% de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment très, très simple en termes de gestion. Vous rentrez du chiffre d'affaires, vous savez que vous allez payer 21,2% de cotisation sociale par rapport à ce niveau de chiffre d'affaires. Pour les activités plutôt de marchandises, achat-revente, etc., vous êtes sur un taux de cotisation sociale de 12,3% de votre chiffre d'affaires. Au niveau des différents plafonds à respecter lorsque vous êtes sur un statut de micro-entreprise, vous avez principalement deux plafonds. Un plafond, comme on l'avait dit, de chiffre d'affaires à respecter et un plafond de franchise en base de TVA. Donc, le plafond de franchise en base de TVA, ça veut dire que jusqu'à ce plafond autorisé, vous allez pouvoir facturer vos clients sans TVA. Par contre, dès l'instant que vous allez dépasser ce niveau de chiffre d'affaires, vous allez devoir automatiquement appliquer le taux de TVA en fonction, bien entendu, de votre prestation. Donc, pour les activités de prestation de service, vous avez un plafond autorisé en termes de chiffre d'affaires réalisé de 77 700. À savoir que le plafond autorisé en termes de chiffre d'affaires, c'est un plafond que vous allez pouvoir dépasser une année, mais que vous ne pouvez pas dépasser 2 années consécutivement. Sinon, vous allez automatiquement basculer au régime réel de l'entreprise individuelle, donc sur un autre statut juridique. Donc, vous êtes à 77 700 sur les activités de prestation de services au niveau du plafond autorisé en termes de chiffre d'affaires et vous pouvez facturer vos clients sans TVA jusqu'à 36 800 euros de chiffre d'affaires. Pour les activités d'achat-revente de marchandises, vous avez un plafond qui est plus élevé. En termes de chiffre d'affaires, vous êtes autorisé jusqu'à 188 700 euros de chiffre d'affaires et le plafond de franchise en base est également plus élevé que sur les activités de prestation de services. Vous êtes à 91 900 euros. Concernant le régime fiscal de la micro-entreprise, c'est très simplement l'impôt sur le revenu classique. Donc, deux possibilités. Comme je le disais tout à l'heure, soit vous finalement déclarez vos revenus dans les bénéfices non commerciaux professionnels et là, automatiquement, vous allez être imposé sur 66% de votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Très simplement parce que vous avez automatiquement un abattement forfaitaire de 34% qui est appliqué par l'administration. Ou vous avez une deuxième possibilité qui est le prélèvement libératoire. Donc, le prélèvement libératoire, c'est une option fiscale très intéressante pour les personnes qui sont en micro-entreprise, qui permet d'avoir finalement un taux d'imposition de 2,2% de votre chiffre d'affaires. Bien entendu, pour pouvoir bénéficier de ce prélèvement libératoire, vous avez certaines conditions à respecter et notamment des conditions au niveau de votre revenu fiscal de référence de l'année N-2. Donc ça, vous avez toutes les conditions. Vous pouvez retrouver vraiment tout sur Internet. En moyenne, pour une personne célibataire sans enfant, avec une part fiscale, si vos revenus, ou en tout cas votre revenu fiscal de référence de l'année de -2 est inférieur à 26 ou 27 000 euros, les plafonds changent d'année en année, vous pouvez bénéficier de cette option-là et ça vous permet vraiment d'avoir un avantage fiscal très intéressant. À noter également que par rapport à la partie taux de cotisation sociale, vous allez pouvoir aussi bénéficier la première année de l'ACRE, qui est une exonération partielle des cotisations sociales. Et sur les activités de prestation de services, au lieu d'être à 21,2%, vous êtes en moyenne à 11%. Donc, si vous pouvez bénéficier de l'ACRE pendant un an à 11%, plus du prélèvement libératoire à 2,2%, c'est un statut qui va être très, très intéressant et qui va vous permettre de récupérer un maximum de revenus nets dans votre poche. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, je vous Bonjour. écoute. Donc, Bonjour. c'est sur la slide d'avant. Alors, j'ai deux questions en fait. La première, c'est pour les marchandises. Euh, En fait, est-ce qu'un e-produit, c'est considéré comme une marchandise? Alors, quand vous dites un e-produit, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur une activité de e-commerce, En fait, moi, je fais principalement du service, mais je vends aussi une carte Google Maps. Donc, ok. peut-être ça un e-produit, mais je sais pas si ça peut être comme du service aussi, je sais pas trop. Pour moi, ça va rester considéré comme de la prestation de service. Là, on va vraiment pas rentrer dans la partie marchandise où vous avez derrière ces plafonds plus élevés.
Ok, ça marche. Et pour le régime fiscal à 2,2%, si je comprends bien, ça veut dire qu'il faut avoir son entreprise depuis déjà 2 ans alors. Alors non, pas forcément. Même si vous Ouais. étiez salarié auparavant, c'est vraiment le revenu fiscal de référence Et que vous si retrouvez sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, votre avis d'imposition. D'accord? Donc ok, là, en l'occurrence, aujourd'hui, pour bénéficier de ce prélèvement libératoire en 2024, c'est vraiment en prenant en compte les revenus de 2022. D'accord? Et si votre revenu fiscal de référence en fonction de votre foyer fiscal est inférieur au seuil autorisé pour bénéficier de cette option-là, vous pouvez demander directement aux impôts de souscrire à cette option-là. Attention, quand vous bénéficiez du prélèvement et du versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est à vous directement de dénoncer cette option. D'accord? C'est-à-dire que vraiment vérifier tous les ans que vous êtes toujours dans les conditions d'éligibilité. Si vous les dépassez, n'hésitez pas à dénoncer cette option auprès des impôts, sinon vous allez continuer à en bénéficier. Et par contre, quand il y aura une régularisation, il peut y avoir des montants assez importants à régulariser. et, et du coup, c'est quoi le montant qu'il faut pour pouvoir bénéficier de cette option? Alors, je ne l'ai plus en tête exactement. Si vous êtes célibataire sans enfant, en tout cas une part fiscale, on est en moyenne à 27 000 euros. D'accord? Si vous tapez sur Internet directement versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous allez avoir directement les montants à ne pas dépasser selon le nombre de parts fiscales. D'accord, merci beaucoup. De rien. Donc aujourd'hui, pourquoi changer de statut lorsqu'on est en micro-entreprise et du coup pouvoir basculer sur un statut de société? Eh bien, déjà, vous avez probablement un changement obligatoire lorsque vous allez dépasser les seuils autorisés en termes de chiffre d'affaires 2 années consécutivement. D'accord? Alors attention, parce que forcément, quand vous les dépassez 2 années consécutivement, si vous anticipez pas, vous allez automatiquement basculer en entreprise individuelle au régime réel. Est-ce que c'est le meilleur statut juridique pour vous? Pas forcément. Je préfère qu'il y ait une anticipation et qu'on puisse, par exemple, radier la micro-entreprise à fin décembre et créer un statut de société à début janvier. Donc vraiment anticiper, puisque sinon vous êtes obligé de passer en société. Là où vous pouvez également faire un changement de statut, c'est si vous avez un niveau de charges liées à votre activité qui pourrait être assez important en termes de montant, puisque forcément, la grosse différence quand vous basculez en société, c'est que derrière, vous allez pouvoir passer directement des charges à travers cette structure-là. Donc, vous allez pouvoir optimiser fiscalement votre résultat, chose que vous ne pouvez pas faire avec la micro-entreprise. Pour changer de statut et créer une société, les coûts que vous allez avoir au niveau de la création de votre structure, bon, vous verrez en passant par l'expertcomptable.com, on est sur une création qui est en termes d'honoraires totalement remisée. Vous avez simplement des frais obligatoires à prendre en compte, ce qu'on appelle les frais légaux, donc frais de tiers, frais de greffe et d'annonce légale, donc pour la rédaction et la publication de votre annonce légale. C'est en moyenne des coûts qui sont de 200 euros hors taxe. D'accord? Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec l'expertcomptable.com, c'est que ces frais-là, on va vous les avancer intégralement et on vous les refacture au centime près, uniquement lorsque la société est créée. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de les avancer, on peut directement les passer en charge. Et bien sûr, la grosse différence, c'est que derrière, vous allez avoir besoin de vous faire accompagner puisque vous allez avoir des obligations sur le plan comptable, fiscal et juridique, chose que vous n'avez pas aujourd'hui sur de la micro-entreprise. Quelques rappels et quelques informations pour finalement savoir si la micro-entreprise est encore adaptée ou surtout n'est plus adaptée en fonction de votre activité et de votre situation. Le dépassement du seuil de chiffre d'affaires, où là, vous avez forcément une obligation de changement de statut au bout des 2 ans. Plus le chiffre d'affaires augmente, moins la micro-entreprise est pertinente. Ce qu'il faut vous dire forcément, c'est que plus vous allez avoir un chiffre d'affaires élevé, aujourd'hui, la micro-entreprise, elle a vraiment été créée pour des personnes qui voulaient tester leur activité en tant qu'indépendant, voulaient tester le format freelancing pour très simplement parce que c'est gratuit
en termes de création. Il n'y a aucune obligation, donc il n'y a pas besoin de se faire accompagner. C'est très simple à gérer et vous avez un taux de cotisation qui est réduit. Forcément, plus votre chiffre d'affaires va augmenter, plus vous allez payer des cotisations sociales, puisque vous allez payer des cotisations sociales sur tout votre chiffre d'affaires. Donc, vous n'allez pas pouvoir optimiser votre résultat. Et forcément, plus votre enveloppe imposable va être élevée pour votre impôt sur le revenu personnel. La micro-entreprise n'est pas forcément adaptée pour ce qui va être couverture sociale et retraite, puisque vous êtes travailleur non salarié, donc vous dépendez de la sécurité sociale des indépendants, vous payez très peu de cotisations, ce qui veut dire que derrière, votre couverture, elle est assez faible. Il y a aussi un sujet en termes de crédibilité auprès des banques, des clients. Il y a certains clients qui refusent de contractualiser avec des personnes qui sont sur le statut de la micro-entreprise. Tandis qu'un statut de société, on est vraiment sur une personne morale, donc il y a une crédibilité supplémentaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, une personne qui a beaucoup de dépenses liées à son activité professionnelle, très simplement parce que la micro-entreprise ne permet pas de déduire ses charges, et les optimisations possibles qu'il y a en société. Alors, quand on parle d'optimisation, j'irai un petit peu plus loin, c'est aussi euh, une visibilité en termes de stratégie d'investissement. Si demain, vous avez une stratégie d'investissement via le biais de holding, de SCI, etc., c'est des choses que vous pouvez faire uniquement avec un statut de société. Vous ne pouvez pas le faire avec de la micro-entreprise. Et vous verrez que sur un statut de société, donc on peut passer des charges et on peut contrôler sa rémunération. Donc forcément, derrière, qui dit rémunération, son enveloppe imposable à l'impôt sur le revenu, donc contrôler son impôt sur le revenu. Bastien, avant qu'on passe à la suite, on a quelques questions du coup dans le chat. Donc, Parfait. alors c'était plutôt sur les slides précédentes, mais on demandait un exemple concret sur le gain final après taxes sociales et impôts sur le revenu. Alors, sur une enveloppe finalement et un niveau de chiffre d'affaires qui va jusqu'au plafond, il y aura forcément un gain financier à être en micro-entreprise. C'est certain. Par contre, si on prend vraiment aucune charge. Là où on commence à avoir un petit peu de charge liée à son activité professionnelle, qu'on a envie d'avoir une couverture sociale meilleure avec de la mise en place de contrats complémentaires, là, il y aura un réel intérêt derrière à basculer en société. Et vous verrez qu'avec un petit peu de charge liée à son activité, un petit peu de contrats complémentaires, on va vraiment arriver à l'équilibre. Forcément, si derrière on a une visibilité qui est très faible en termes de chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 25, 30, 35 000 euros, il vaudra mieux privilégier dans un premier temps le statut de la micro-entreprise. Ça permet voilà, de pouvoir aussi développer son activité, avoir plus de visibilité sur un certain niveau de chiffre d'affaires et ensuite pouvoir faire vraiment ces simulations-là. Mais sinon, vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de différence. Il y aura toujours un petit gain financier meilleur en micro-entreprise, mais pas de possibilité derrière d'optimisation, d'augmenter sa couverture sociale, etc. Ok, bah, merci Sébastien. Ensuite, du coup, on en a deux autres. Une question un peu pratique d'Émilie sur la façon dont on fait le changement d'option d'imposition. Comment on fait? Alors, Émilie, quand vous parlez du changement d'option d'imposition, c'est pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est bien ça? Oui, parce que c'était en complément de sa question précédente, C'est donc en je pense que complément de c'est sa lié à question. ça. Donc ça, en fait, c'est juste une option que vous faites directement auprès des impôts. Donc, il faut vous rapprocher directement du centre des impôts en demandant. Alors, généralement, vous pouvez le faire au moment de la création de votre micro-entreprise. D'accord? Quand vous complétez la demande de création, vous avez la possibilité de faire une demande d'ACRE et de versement libératoire. Maintenant, vous pouvez la faire directement en cours de route, mais là, il faut vous rapprocher directement des impôts. Et ensuite, du coup, on avait une question concernant le dépassement des seuils qui pourraient entraîner un changement de statut. S'agit-il de 2 années en totalité ou de 2 années consécutives? Par exemple, si Alors, le CA dépasse le seuil en N1, puis en dessous en N2, puis dépasse le seuil en N3. c'est une très bonne question. C'est vraiment 2 années consécutives. C'est-à-dire que si vous faites en effet au niveau du chiffre d'affaires les montagnes russes d'une année à une autre, vous allez dépasser année 1, vous ne les dépasserez pas l'année 2, vous allez pouvoir les dépasser l'année 3 sans basculer automatiquement à la fin de l'année 3.
Donc, vous pouvez vraiment jouer avec les plafonds. Maintenant, encore une fois, jouer avec les plafonds, ça veut probablement dire qu'on se limite peut-être en termes d'activité et en termes de réalisation de chiffre d'affaires et qu'il y a probablement peut-être un changement de statut qui serait intéressant. Et attention aussi sur cette partie plafond de chiffre d'affaires, c'est que si vous créez votre micro-entreprise en cours d'année, les plafonds sont proratisés en fonction de la durée du premier exercice. D'accord? Donc, une personne qui crée à début décembre et qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires sur tout décembre, il aura déjà dépassé les seuils la première année. Il faut faire très attention. Il y a pas mal de personnes qui se font avoir sur le prorata de la première année. Et enfin, dernière question avant qu'on passe à la suite. Quand on est en prestation de service, la refacturation au client des frais de déplacement doivent-ils être comptés comme du chiffre d'affaires? Généralement, oui, quand on est sur de la prestation de service et qu'on fait de la refacturation directement de frais aux clients, ça sera considéré comme du chiffre d'affaires. Donc, ce qui est finalement en quelque sorte problématique puisqu'on ne peut pas optimiser ces frais-là et on va payer forcément des cotisations sociales là-dessus. Ok. Merci Sébastien. On peut passer à la suite. Parfait, ben, on attaque la partie 2 avec donc les autres options, en tout cas la société. Vous verrez qu'il y a principalement deux statuts juridiques. Dans un premier temps, vous allez avoir l'EURL et la SARL. Alors, pour vous donner la différence entre une EURL et une SARL, c'est simplement le nombre d'associés. D'accord? Aujourd'hui, une EURL est une SARL unipersonnelle. Donc, EURL, un associé, SARL, au minimum deux associés. Sinon, la forme juridique est la même. Donc aujourd'hui, en EURL, on va créer un statut de société. Donc on va créer une personne morale. Donc là, vous allez créer un nom de société et vous allez surtout différencier intégralement votre patrimoine professionnel de votre patrimoine personnel. Donc, comme on voit sur le point 2, vous allez avoir une protection de votre patrimoine. Vous n'allez pas être limité en termes de réalisation de chiffre d'affaires. Donc, vous allez pouvoir réaliser le chiffre d'affaires que vous le souhaitez. Si vous faites 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez aucune limite. Par contre, forcément, vous allez aussi avoir besoin de vous faire accompagner. Vous allez avoir besoin d'un suivi comptable. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment vous faire accompagner pour vous décharger de cette partie-là, puisque c'est quand même des déclarations qui sont très importantes à réaliser, où vous avez quand même des échéances à respecter. Et si vous ne les respectez pas, derrière, vous pouvez avoir des rappels, des pénalités, des majorations vis-à-vis des différents organismes. En EURL, au niveau du régime social, eh ben, vous allez être sur le même régime social que la micro-entreprise. Vous allez être travailleur non salarié, donc vous allez toujours dépendre de la sécurité sociale des indépendants. Donc sur le statut social, pas de différence entre la micro et le URL. Quelques avantages et inconvénients de l'EURL. Donc comme on le disait, une protection du patrimoine, le coût des cotisations sociales qui va être calculé uniquement sur la rémunération du dirigeant. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus payer des cotisations sociales sur tout le chiffre d'affaires, mais vous allez payer uniquement des cotisations sociales. Alors, vous verrez, le taux sera un peu plus élevé que la micro-entreprise, mais vous allez les payer uniquement sur la rémunération nette du dirigeant, ce qui fait que ça va totalement s'équilibrer. Quelques inconvénients, la rigidité des statuts qui n'est pas forcément représentatif sur des activités de prestation de services intellectuels. C'est assez simple à créer des statuts sur ce type d'activité-là. Les dividendes qui vont être soumis aux cotisations sociales. Donc, vous verrez qu'en EURL, il est probablement plus intéressant de se dégager de la rémunération que des dividendes. Et quelques problématiques liées à la SSI, liées au statut de travailleur non salarié. C'est sur des activités comme la vôtre, c'est assez simple à gérer. Hein. C'est vraiment le tout de prévoir des réserves pour payer ses cotisations sociales. Donc aujourd'hui, pour résumer, le statut de URL SARL, ça va vraiment convenir à une personne qui a besoin de se rémunérer, qui cherche à se rémunérer et à la maximiser. Une personne qui n'a pas de problème de santé, et c'est un statut qui n'est pas optimal en fin de carrière. Pourquoi une personne qui n'a pas de problème de santé? Très simplement parce qu'étant donné qu'on est toujours
travailleurs non salariés et qu'on paye un petit peu moins de cotisations sociales, bah forcément, la couverture va être moindre. L'avantage que vous allez avoir en EURL, contrairement à la micro-entreprise, c'est que vous allez pouvoir mettre en place des contrats complémentaires. Ces contrats complémentaires, c'est des contrats qui sont généralement de loi Madelin, accès, retraite, prévoyance mutuelle, qui va vous apporter une très bonne couverture sociale. Et ces contrats-là, en fait, vous pouvez directement les passer en charge en EURL. Pourquoi c'est intéressant de le mettre en place en EURL versus en micro-entreprise? Parce que ça passe en charge directement de la société. Ça veut dire que ce n'est pas soumis à cotisation sociale ni à impôt sur le revenu. Par contre, ces contrats complémentaires vont être des contrats qui sont soumis à questionnaire de santé. Ce qui veut dire que si vous avez des problèmes de santé majeurs, soit vous allez être inassurable vis-à-vis des compagnies d'assurance, soit les contrats vont vous coûter excessivement cher. Une personne qui a un problème de santé, on va plutôt privilégier le deuxième statut que je vais vous présenter juste après. Et pourquoi ce n'est pas optimal en fin de carrière? Parce que forcément, aujourd'hui, quand on prépare sa retraite, bah, on cotise sur ses finalement 25 meilleures années. Généralement, quand on est en fin de carrière, les 25 meilleures années sont derrière nous. Donc, il n'y a pas forcément besoin de maximiser sa rémunération. Et il y aura sûrement un autre statut qui sera plus intéressant à ce niveau-là. Et moi, j'ai encore une question. Oui. Déjà une première très rapide. Du coup, quand on est en EURL ou en SARL, c'est obligatoire d'avoir un comptable. Alors, il n'y a aucune obligation, d'accord? Ce qui est sûr, c'est que vous avez des obligations juridiques, fiscales, comptables. Donc derrière, si vous êtes en mesure de pouvoir répondre à toutes ces obligations-là, vous pouvez le faire. D'accord? Maintenant, forcément, le conseil, c'est de se faire accompagner pour justement déjà éviter que vous puissiez passer 2, 3, 4 jours par mois à réaliser vos formalités obligatoires. Donc, perdre du temps, perdre du chiffre d'affaires et probablement peut-être avoir des risques d'erreur aussi. Donc, il n'y a aucune obligation, mais c'est toujours important de se faire accompagner quand on est en statut de société malgré tout, parce que vous avez un grand nombre de déclarations. Et aujourd'hui, quand vous voyez les CERFA qui sont présentés, c'est assez compliqué. Ok. Et du coup, pour les statuts EURL et SARL, en fait, c'est comme le freelance dans le sens où on peut se rémunérer sans être salarié. Enfin, on peut C'est récupérer. ça. En fait, vous n'allez pas être salarié de votre société, d'accord? Vous allez être, en type de mandat, vous êtes gérant. D'accord? Gérant de votre société de type EURL. Et pour vous rémunérer quand vous êtes en EURL, il n'y a aucune obligation sociale, comme vous pourriez l'avoir en SASU, qu'on le verra juste après. Vous n'avez pas besoin de faire des bulletins de salaire, etc. C'est juste un virement que vous allez faire de votre compte professionnel à votre compte personnel. Donc, en fait, le raisonnement et le fonctionnement quand on est en EURL et qu'on se rémunère, c'est de se dire, voilà, demain, je me verse 1 000 euros de rémunération nette de mon EURL à mon compte personnel. Je prévois environ 450 euros de cotisation sociale que je devrais payer directement à l'URSSAF, puisqu'on est en moyenne sur 40-45% de cotisation sociale sur sa rémunération nette. D'accord? Ok, mais on peut donc tout récupérer pour soi, quoi. Exactement. En fait, l'intérêt, justement, étant donné que les dividendes vont être soumises à cotisation sociale, ça va être de se dire finalement, j'ai mon bénéfice. Donc, vous allez le voir, je vais vous présenter avec une slide juste après, ce sera plus compréhensible. Mais mon bénéfice, donc mon chiffre d'affaires moins mes charges, ça me donne mon bénéfice. Cette enveloppe-là, je vais tout prendre en rémunération. Comme ça, mon bénéfice en fin d'exercice, il sera à zéro. Je n'aurai pas d'impôt sur les sociétés à payer et j'aurai maximisé ma rémunération. Alors, ça veut dire forcément que vous aurez un petit peu plus d'impôt sur le revenu à payer parce que vous aurez maximisé votre revenu. Ok. Et en micro-entreprise, on n'est pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel. Non, en micro-entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel. Il me semble de mémoire que ça l'est à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, Ok, ça marche. malgré tout. Ok. Donc voilà le schéma que je vous disais. Donc pour comprendre vraiment comment fonctionne une EURL, une SARL, et vous verrez que c'est quasiment la même chose sur une SASU. Donc votre chiffre d'affaires, tout ce qui rentre lié à vos missions, moins les charges que vous allez pouvoir déduire de votre société. Donc dans les charges que vous allez pouvoir, vous verrez, on va l'évoquer sur la fin de ce webinaire-là. Vous verrez que vous aurez une cote par loyer, des charges liées à vos déplacements, liées à du matériel, liées à vos formations, frais de repas du dirigeant, etc. Tout ça, vous les payez directement avec la carte bancaire professionnelle et ensuite, il vous reste votre
bénéfice. Donc, votre bénéfice, ça va être cette enveloppe qui va vous permettre de vous rémunérer et de payer vos cotisations sociales avec un taux de cotisation sociale de 45%. Et ensuite, il vous reste votre résultat. S'il reste du résultat, votre résultat va être soumis à impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est un système d'imposition par tranche. Vous allez être imposé à 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Et ensuite, vous payerez 25% uniquement sur la partie supérieure. Donc, si on prend tout en rémunération, qu'on n'a plus de résultat fiscal, on n'a pas d'impôt sur les sociétés à payer. Et ensuite, une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés, soit on les sort en dividendes, soit on laisse finalement le bénéfice en réserve de la société pour le futur exercice ou de futurs investissements. Est-ce que c'est clair pour vous sur la partie EURL, SARL? Ouais, j'ai juste une autre question, désolée. Oui. Donc en fait, quand on passe en EURL, SARL, on passe de 21,2% de cotisation à 45% direct. C'est exactement ça. Est-ce que c'est un problème si on est passé en EURL et que il y a une année où on n'a presque pas de chiffre d'affaires ou des choses comme ça? Alors, c'est un problème, en quelque soit, ça peut être un problème, puisque forcément, si vous basculez en EURL, que vous faites accompagner, que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, forcément, vous n'allez pas avoir de trésorerie pour vous rémunérer, pour vous dégager du salaire. D'accord? Ça veut dire que si derrière, vous manquez de visibilité sur un certain niveau de chiffre d'affaires, il vaut mieux rester peut-être sur de la micro-entreprise, où là, vous bénéficiez du régime micro-social, micro-fiscal. Après, sur le taux de cotisation, je peux comprendre que c'est quasiment le double, hein, ça peut faire peur, mais ce qu'il faut surtout vous dire, c'est que ce n'est pas du tout sur la même base de calcul. Entre 22%, alors 21,2 sur tout votre chiffre d'affaires et 40-45 uniquement sur votre rémunération nette, sur une enveloppe de 80 000 euros, vous verrez qu'il n'y a quasiment aucune différence en termes de montant à payer. Ça va être du 2-3 000 euros grand maximum. Sauf si on n'a pas de charge. Sauf si on n'a pas de charge, puisque derrière, forcément, se dire je paye 21,2% sur 80 000 euros de chiffre d'affaires versus je paye 45% de ma rémunération nette sur un bénéfice ou une enveloppe disponible de 60 000, si par exemple on a 20 000 euros de charge, vous verrez que ça va être totalement transparent et en plus de ça, vous allez payer moins d'impôts sur le revenu derrière. Okay. D'accord? Je vous propose qu'on passe du coup à la SAS, la SASU. Donc, même format et même schéma que le URL, la SARL. Une SASU est une SAS unipersonnelle. Donc, SASU, un associé, SAS, au minimum, 2 associés. Vous verrez que sur les principes, c'est quasiment les mêmes. Vous avez une personne morale, vous protégez votre patrimoine, aucune limite en termes de chiffre d'affaires. Quand même, plus important de se faire accompagner sur le plan comptable. Et la seule différence majeure, ça va être celle-ci, ça va être le statut social que vous allez avoir. Donc, sur une URL, on était travailleur non salarié. D'accord? Sur une SASU, on est, et d'ailleurs, il y a une erreur dans la slide, vous m'excuserez, on est assimilé salarié. Je le corrigerai et je pourrai redonner l'information à notre service marketing. Donc, on est donc assimilé salarié. Donc, assimilé salarié, ça veut dire qu'on dépend du régime général de la sécurité sociale. Ça veut dire que finalement, vous allez cotiser comme un salarié cadre en entreprise. Et vous verrez que ce statut social va faire que vous allez avoir pas mal de cotisations supplémentaires à payer, contrairement au statut de l'EURL. Donc, quelques avantages, inconvénients sur ce statut-là. Les avantages majeurs quand on est en SASU, c'est qu'on n'a pas de minimum de charges sociales à payer. Je vous donne un exemple très simple. Demain, vous décidez sur une année de prendre 0 € de salaire sur votre SASU. Vous n'allez pas avoir de minimum de cotisation sociale à payer. Vous avez une souplesse des statuts et vous avez les dividendes qui sont intéressantes puisque d'une part, elles ne sont pas soumises à cotisation sociale et ensuite, elles sont soumises à flat tax. S'installe notre TGV nuit 21 gare de France, Janson terminus.
quelques inconvénients. Euh, les coûts de création qui sont potentiellement plus élevés, les coûts de création qui sont potentiellement plus élevés si le créateur veut personnaliser ses statuts sur des activités de prestation de services intellectuels, ça arrive que très rarement. On a vraiment des statuts standards hein, sur ce type d'activité. Et l'inconvénient majeur, c'est vraiment le coût des cotisations sociales liées au statut assimilé salarié. Pour vous donner la comparaison avec le URL, donc on était à 45% de cotisation sociale sur sa rémunération nette. Sur une SASU, on est plutôt à 75% de son salaire net. Donc pour 1000 euros, coût global entreprise 1750 euros. Donc ce qui fait que ça coûte très très cher. Pour résumer très rapidement, pour que ce soit plus concret pour vous, aujourd'hui, la SASU, elle va convenir à une personne eh bien, qui a une source de revenus en parallèle, qui est soit salarié, soit bénéficiaire de son chômage avec France Travail. Pourquoi elle va être intéressante dans ce schéma-là? Parce que la personne qui a une source de revenus qui est salariée en parallèle, bah, elle ne va pas avoir besoin de se dégager de salaire sur sa SASU. Donc, elle va payer aucun minimum de cotisation sociale. Ça serait dommage d'en payer puisqu'on en paye déjà avec son employeur. Et elle va être intéressante parce qu'elle va pouvoir bénéficier une fois par an de la prise de dividendes qui n'est pas soumise à cotisation sociale et sur laquelle vous pouvez faire marcher la flat tax en termes de taxation. Elle est optimale pour une personne, comme je vous le disais, c'est l'inverse de l'EURL qui est à l'approche de la retraite. On prend un salaire minimum pour subvenir à ses besoins, valider ses trimestres de retraite, cotiser au régime général. Et le reste, on le prendra une fois par an en dividende. Et elle est également intéressante pour une personne qui a des problèmes de santé majeurs, donc qui ne peut pas partir en EURL avec la mise en place de contrats complémentaires, où là, on va plutôt privilégier l'aspect santé que l'aspect rémunération. Donc, qui a besoin justement d'être au régime général et d'avoir une très bonne couverture sociale. Sur le fonctionnement, vous allez voir que c'est la même chose que le URL. Seule différence, le taux de cotisation sociale. Donc, toujours pareil, un chiffre d'affaires moins charge. Au niveau des charges, vous allez pouvoir déduire les mêmes charges que vous soyez en EURL ou en SASU. Ensuite, vous avez donc la rémunération du dirigeant avec les cotisations sociales qui viennent en déduction. Et ensuite, il vous reste votre résultat fiscal. S'il y en reste, l'impôt sur les sociétés. S'il n'y en reste pas, pas d'impôt sur les sociétés. Et ensuite, encore une fois, après impôt sur les sociétés, soit on prend les bénéfices en dividendes, soit on les laisse en réserve de la société pour un futur investissement, par exemple. Pour résumer, quelques pistes pour se décider. Donc, J'ai juste une question. oui, Est-ce que c'est possible de passer d'une SS ou d'une SASU à une EURL ou SARL? tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, la transformation entre une SASU et une URL ou une URL et une SASU est totalement réalisable. Ça vous permet de, en tout cas, vous garder l'antériorité de votre société. C'est pas d'une part une dissolution et ensuite une création d'autres sociétés. C'est juste une formalité juridique de transformation de statut qui coûte un petit peu d'argent. Vous comptez en moyenne entre SASU et EURL, vous êtes en moyenne à 1500 euros hors taxe. D'une URL à une SASU, vous êtes plutôt aux alentours de 2000 euros puisque vous avez et vous devez faire appel à un commissaire à la transformation en plus sur ce type de transformation-là. Ok, merci. OK. Mais en tout cas, vous pouvez totalement, et d'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, une personne qui, par exemple, vient d'obtenir une rupture conventionnelle, par exemple, euh, va être bénéficiaire de son chômage pendant 18 mois, a envie de se lancer en tant qu'indépendant. On va plutôt lui privilégier de créer une SASU pendant 18 mois. Et une fois qu'il ne sera plus indemnisé par France Travail, on va là faire une transformation de la SASU en EURL, puisqu'à partir de ce moment-là, bah, il ne sera plus indemnisé. Donc, il aura besoin de se dégager du revenu via la société pour cotiser, pour valider ses trimestres de retraite, pour avoir un pouvoir d'achat, pour subvenir à ses besoins, etc. Donc, c'est justement le cas de beaucoup de personnes qui se lancent tout en étant au chômage en parallèle dans un premier temps. Génial. On a une question dans le chat, Sébastien. Lorsque vous mentionnez les problèmes de santé, est-ce que cela couvre le congé maternité, par exemple, classique hors pathologie spécifique? Non, non, non. Quand on parle vraiment de problèmes de santé, c'est vraiment des problèmes de santé majeurs.
à certains stades, type AVC, cancer, etc., hein. Tout ce qui va être pathologie classique, etc., ça, il n'y a aucun souci. Ça n'empêche pas de mettre en place des contrats complémentaires. Après, généralement, s'il y a des problèmes de santé ou certaines pathologies, c'est quand même intéressant de pouvoir faire un audit avec justement un courtier en assurance pour vraiment avoir, avant de définir vraiment le statut juridique, savoir si cette pathologie-là n'empêcherait pas de mettre en place des contrats complémentaires. Mais c'est vraiment des pathologies assez lourdes quand même, quand je parle de problèmes de santé majeurs. Donc, quelques pistes pour se décider. Donc, au niveau du statut social, donc en EURL, vous êtes travailleur non salarié. En SASU, vous êtes assimilé salarié. Vous protégez finalement votre patrimoine sur les deux statuts juridiques. Donc, vous êtes uniquement limité à vos apports. Vous avez une optimisation fiscale qui est possible. Donc, vous pouvez déduire finalement les charges que vous souhaitez, en tout cas qui sont bien entendu en lien avec votre activité. Le taux de cotisation sociale, donc 45% de la rémunération en EURL, 75% du salaire en SASU. Au niveau de la protection sociale et retraite, donc en EURL, vous êtes non cadre, puisque vous êtes travailleur non salarié, tandis qu'en SASU, vous êtes assimilé salarié, donc vous avez le statut cadre. Et le versement des dividendes, donc en EURL, qui est possible, mais avec 45% de cotisation sociale, tandis qu'en SASU, il est possible avec 17,2% de CSG-CRDS. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes en société, vous pouvez d'une part, vous avez deux possibilités de récupérer de l'argent de la société. Soit la rémunération ou le salaire, soit la prise de dividendes. En EURL, la rémunération est plus intéressante que les dividendes. En SASU, les dividendes sont plus intéressantes que le salaire. Maintenant, si en SASU, on prend que des dividendes, bah derrière, comme il n'y a pas de cotisation sociale, on ne cotise pas à la retraite. En tout cas, on ne valide pas ses trimestres de retraite. Donc, c'est délicat quand même. Vaut mieux se dire en SASU, si on veut partir sur ce schéma-là, on se fixe un minimum de salaire qui permet justement de valider ses trimestres de retraite et de cotiser. Et tout le reste, par contre, on le prendra une fois par an en dividende. Donc, pour les trois différents statuts, ce qu'il faut retenir en résumé, la micro-entreprise va être adaptée si vous voulez tester votre activité, votre business, si vous réalisez un petit chiffre d'affaires et si vous avez très peu de charges. Le URL, ça va plutôt être adapté pour une personne qui déjà a un certain niveau de chiffre d'affaires, a un besoin en termes de rémunération, donc n'a pas de source de revenus en parallèle, n'a pas de problème de santé majeur et n'est pas en fin de carrière. Et forcément, si vous avez aussi un minimum de charges. Et la SASU, plutôt pour une personne qui est soit à l'approche de la retraite ou qui a de gros problèmes de santé, personne qui a une source de revenus en parallèle ou qui a également encore un petit peu de charges. Eh ben, je vous propose qu'on aborde la partie 3. Donc, la partie 3 qui va vraiment vous permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les frais que vous pourriez passer quand vous êtes en statut de société pour justement venir réduire votre bénéfice et surtout votre enveloppe imposable, hein, bien entendu. Donc, déjà, une information qui est très, très importante à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'une charge soit déductible de votre société, il faut qu'elle réponde à 3 critères. D'une part, qu'elle soit dans l'intérêt de votre société, donc qu'elle vous apporte une plus-value, hein, forcément, qu'elle soit liée à votre domaine d'activité, donc liée à votre activité professionnelle et justifiable auprès de l'administration. Donc, quand on parle de justifiable auprès de l'administration, il faut que derrière, vous puissiez impérativement justifier de l'achat avec une facture ou un ticket de caisse. Une information très importante concernant les charges déductibles, il faut toujours penser à faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que les montants doivent toujours être proportionnels à un certain niveau de chiffre d'affaires. Je vous donne un exemple très simple. On peut parler des cadeaux clients en fin d'année. Vous avez envie d'optimiser un peu votre résultat. Vous voulez faire un cadeau à votre client. Si votre client il vous rapporte 3 000 € de chiffre d'affaires à l'année, n'allez pas lui acheter quelque chose à 1 000 €. Vous risquez vis-à-vis de l'administration de vous faire redresser ou en tout cas d'attirer l'attention et ensuite d'être soumis à contrôle fiscal. Donc, les frais déductibles, oui. Et
juste une question, je reviens un peu en arrière, mais sur les dividendes, est-ce qu'il y a il y a une limite ou est-ce que théoriquement on peut en retirer tout l'argent qui vient de partir? Il n'y a aucune limite en termes de dividendes. Ok. Vous avez juste forcément la taxation liée à la prise de dividendes, mais derrière, vous pouvez retirer et vous pouvez très bien dire, il me reste tant de bénéfices, je fais un arbitrage dividende et mise en réserve. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout retirer non plus. Ok. Ok. Excusez-moi, j'avais une question, mais juste avant qu'on attaque les frais, Oui. euh, on est d'accord que pour basculer d'une auto-entreprise à une SASU, il faut fermer l'auto-entreprise et créer la SASU. Il n'y a pas de transfert possible. Non, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de transférer, en tout cas de transformer une micro-entreprise en société, puisqu'on est sur une personne morale versus un statut de société. Donc, en effet, c'est juste une radiation sur votre espace URSSAF de votre micro-entreprise. C'est gratuit, c'est rapide, c'est quelques clics. Et ensuite, derrière, en parallèle, on peut créer la société. D'accord, très bien, merci. De rien. Donc, concernant les frais déductibles, vous allez voir qu'il existe vraiment pas mal de frais liés à votre activité. C'est une liste qui est vraiment non exhaustive. Aujourd'hui, on va vous mettre vraiment les charges principales que vous pourriez passer. Donc déjà, vous allez avoir tout ce qui va être lié à vos frais de déplacement, d'hébergement, de restauration. Si demain, vous devez vous déplacer dans le cadre de votre activité, vous aurez forcément besoin de vous restaurer, frais de bouche du dirigeant. Si vous avez besoin de prendre une chambre d'hôtel pour rester sur place, vous pourrez la prendre en charge de la société. Et les frais de déplacement, que ce soit via du transport en commun ou via du remboursement d'indemnités kilométriques si vous utilisez votre véhicule personnel, vous pourrez en tout cas vous dédommager de ces frais-là. Si demain, vous avez besoin pour votre activité professionnelle d'acheter du matériel informatique, un ordinateur, un téléphone, des équipements, imprimantes, etc., ou des logiciels pour réaliser votre activité, vous pourrez directement payer ces frais via votre société. L'aménagement de votre bureau, chaise de bureau, bureau directement, si vous avez besoin d'aménager un petit peu la pièce que vous allez utiliser chez vous à titre professionnel, vous pourrez passer ces frais-là sur la société. Ou si demain, vous voulez directement passer par un espace de coworking ou directement louer un local commercial. Donc, l'ensemble de ces frais pour cette location-là, vous pourrez les passer en charge de la société. Si demain, vous devez, au lancement, par exemple, de votre activité, engager des frais liés à la communication, donc avec de la publicité offline ou online, flyers, site internet, etc. Et ensuite, tous les abonnements qui pourraient être considérés comme professionnels, pardon, la suite Adobe, LinkedIn Premium, etc. Tous ces frais-là, vous pourrez les passer également en charge de la société. Et si vous avez besoin aussi d'acheter des matières premières et des produits nécessaires à la réalisation de votre mission, n'hésitez pas, c'est des choses que vous pouvez également passer sur votre société. Pour, excuse-moi, juste pour le matériel informatique, est-ce que c'est que le matériel qu'on achète, donc c'est sur facture, ou est-ce que ça peut être du matériel qu'on a mais qu'on peut, comment dire, Que vous avez déjà en votre possession, ouais, mais qu'on veut du coup, céder à la société. ouais. Alors, c'est possible. Deux possibilités. Soit vous achetez le matériel directement et là, vous demandez la facture au commerçant, vous payez avec votre carte bancaire professionnelle. Si vous avez déjà le matériel, vous pouvez malgré tout faire, en tout cas, céder votre matériel à la société, donc faire une attestation de vente. Maintenant, forcément, il y aura le prix d'achat à prendre en compte avec une certaine décote en fonction de l'ancienneté du matériel. Ah, donc mon entreprise doit racheter mon matériel. C'est ça. En fait, vous faites une vente, hein, une vente très clairement de vous, personne physique, à votre société. Donc, c'est la société qui va racheter votre matériel en appliquant une décote par rapport à l'ancienneté du matériel, au prix initial, etc. Ok. Quelques exemples d'autres charges qui peuvent être déductibles de votre société, les frais de formation. Si demain vous avez besoin de faire des formations pour développer vos connaissances, vos compétences, acquérir de nouveaux marchés, de nouvelles missions, vous pouvez directement passer
ces frais-là à charge de votre société. Et ce qui est intéressant également sur ces frais liés à la formation, c'est que ça vous donne le droit à un crédit d'impôt. Donc, c'est un crédit d'impôt qui va être sur les sociétés, qui va être bien entendu plafonné. Ce crédit d'impôt limité à 40 heures de formation, c'est en moyenne 500 € par an. Donc, vous payez l'intégralité de la formation à charge de la société et derrière, vous avez un crédit d'impôt sur votre impôt sur les sociétés qui est calculé. Vous avez également un avantage du dirigeant de société qui est les chèques CESU préfinancés. Donc, les chèques CESU préfinancés, c'est quoi? C'est un chèque emploi-service universel. C'est des chèques que vous allez pouvoir acheter directement via la société. Donc, vous avez la possibilité d'en acheter pour 2 421 € par an et par dirigeant. Et l'intérêt de ces chèques-là, c'est que vous allez pouvoir les utiliser pour financer des emplois à domicile ou un service d'aide à la personne. Donc, en quelque sorte, vous allez pouvoir les utiliser à titre personnel, puisque généralement, les emplois à domicile ou services d'aide à la personne, c'est une nounou, un jardinier, une femme de ménage, par exemple. Donc, l'intérêt, c'est que d'une part, vous les achetez avec la société, donc c'est une charge pour votre société. Vous les utilisez à titre personnel et en plus de ça, ça vous donne le droit à un crédit d'impôt à hauteur de 25% de cette somme-là. Donc voilà, vous avez eu vraiment une liste assez rapide des charges que vous pouvez passer. Et bien entendu, vous en aurez plus en fonction de votre domaine d'activité. Là, c'est vraiment les charges, je dirais les charges plutôt fixes qui interviennent, peu importe le domaine d'activité. Maintenant, forcément, d'une activité et d'un domaine d'activité à un autre, vous avez plus ou moins de charges. Un leasing de véhicule, par exemple, c'est possible? Par exemple, tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous avez deux possibilités quand vous vous déplacez assez souvent. Soit de vous dire, je vais acheter le véhicule au nom de la société, auquel cas, je passe le véhicule sur la société et derrière, le leasing peut être pris en charge par la structure. Tout ce qui va être lié à l'entretien, l'assurance et l'essence, je le passe directement via la société. Ou sinon, deuxième possibilité, je garde le véhicule à titre personnel et je me rembourse des indemnités kilométriques, puisque le barème fixé par l'administration en termes d'indemnités est très intéressant, puisqu'il permet de prendre en charge et de se dédommager justement de ces trois frais-là, essence, assurance, entretien du véhicule. Parce qu'aujourd'hui, acheter un véhicule sur la société, ce qu'il faut vous dire, c'est que derrière, vous avez potentiellement des plafonds de déductibilité. Vous ne pourrez peut-être pas passer toute la valeur du leasing sur la structure. Euh, Ça va forcément vous générer une taxe sur les véhicules de société. Donc, c'est des coûts supplémentaires aussi. Donc, il faut vraiment faire une étude chiffrée sur devis d'un concessionnaire pour savoir si il est plus intéressant de le passer directement sur la société ou de l'acheter à titre personnel et de se rembourser des indemnités kilométriques. Ah, merci, j'avais pas pensé aux indemnités kilométriques. Généralement, sur un véhicule thermique, il y a de fortes chances que le garder à titre personnel, ce véhicule, et vous rembourser des indemnités kilométriques sera le plus intéressant. D'accord, merci. Ok. Pour vous présenter rapidement notre accompagnement, et bien entendu, derrière, vous aurez une slide où vous pourrez prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'échanger plus en détail. Donc, on a une offre de création d'entreprise qui normalement est à 249 € qu'on va intégralement vous remiser. Dans cet accompagnement, vous avez le conseil sur le statut juridique, la rédaction de vos projets de statut en 24-48 heures, une assurance anti-rejet et l'avance des frais de tiers. Donc, c'est les 200 € hors taxe que je vous ai évoqué au début de ce webinaire qu'on vous avance et qu'on vous refacture. Et ensuite, sur la partie accompagnement comptable, on a un accompagnement intégral, donc qui va vraiment vous permettre de vous décharger de toutes vos obligations sur le plan comptable, fiscal et juridique. Donc, c'est un accompagnement qui, dans un premier temps, est à 99 € hors taxe par mois. Et ça va vraiment répondre à vos obligations comptables et fiscales. Donc, déclaration de TVA, bilan, compte de résultat, alias fiscal, réalisation du solde d'impôt sur les sociétés s'il y a. Vous allez avoir 2 interlocuteurs uniques et dédiés à la société. Donc, comme ça, vous évitez de passer par un standard, une plateforme. Vous avez 2 personnes dédiées. Vous avez du conseil comptable et administratif tous les mois. Donc, conseil en optimisation fiscale courante, quelle charge on peut déduire de sa société, questions que vous avez sur la gestion courante de votre société, sur les déclarations qui sont réalisées.
Et vous avez à votre disposition 2 outils de gestion et de pilotage d'entreprise qui ont été développés par notre partenaire Time. Donc, des applications disponibles en version web ou en version mobile. Premier outil vous permet de créer vos devis et vos factures pour vos clients. Et deuxième application vous permet de prendre en photo vos justificatifs de dépenses ou vos notes de frais. D'accord? Donc, toute cette partie-là est à 99 € hors taxe par mois. Et une fois par an, vous avez une obligation juridique qui est appelée le juridique annuel qui va consister en votre assemblée générale. C'est là où on va décider de ce qu'on fait des bénéfices restants. Est-ce qu'on les investit? Est-ce qu'on les sort en dividendes? Est-ce qu'on les laisse en réserve? Vous avez également le rapport de gestion et le dépôt des formalités auprès du greffe. Donc ça, c'est vraiment une facturation annuelle qui est à 149 € hors taxe par an. Grâce à notre partenariat avec People for Impact, pour les personnes que l'on va accompagner et qui vont travailler avec nous et qu'on va créer leur société, vous avez donc une offre avec la création offerte et le premier mois de comptabilité qui vous sera offert. Pour les personnes qui sont déjà immatriculées, qui sont déjà dirigeants de société, on va pouvoir vous offrir les 2 premiers mois d'honoraires comptables mensuels. Question, est-ce que vous proposez dans vos prestations payantes un business plan prévisionnel de SASU, par exemple? C'est des choses qui peuvent être proposées. En effet, aujourd'hui, on a un certain catalogue de missions complémentaires. Aujourd'hui, l'établissement d'un business plan, on est sur une tarification à 350 € hors taxe, mais c'est des choses qu'on propose de manière supplémentaire, bien entendu. Voici un QR code pour que voilà, vous puissiez récupérer cette présentation ou prendre rendez-vous directement voilà, pour un échange. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. On apporte assez souvent du contenu justement sur les différents statuts, les charges, quel statut choisir en fonction de sa situation, les nouveautés qui nous reviennent. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok. On essaye vraiment d'alimenter assez fréquemment nos pages pour vous apporter du contenu. Et pour les prochains webinaires, vous pouvez également directement via le QR code, avoir le listing de nos différents webinaires qui vont intervenir prochainement. Donc, ça vous permet derrière, si ça vous intéresse, de pouvoir y participer, vous y inscrire. Donc, généralement, vous avez des webinaires vraiment sur des sujets très importants d'un entrepreneur, la partie comptabilité, création d'entreprise, optimisation, protection sociale, tous ces points finalement qui peuvent être flous pour vous, mais qui sont très importants à prendre en compte lorsqu'on se lance en tant qu'indépendant. La partie questions-réponses, je pense qu'on l'a abordée en temps réel. C'était en tout cas ce qui était prévu. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions à me les poser. Le Bon. QR code. Pardon, Émilie. Vous vouliez pas une question, Émilie? Moi, je voulais juste dire que le deuxième QR code pour les... Le deuxième QR code ne marche pas? C'est ça, Émilie? C'était juste pour montrer. Je veux bien le premier QR code si c'est pas le même que le second. Bonjour, c'est Julien. Bonjour. Je vous remets sur la slide. Tac, tac, tac. Hop. On va vous envoyer. On va vous envoyer le replay de la présentation et également le support présentation dans un mail à la fin de l'édition des People for Impact Days. Ouais. Merci Léa. Merci Marie. Merci Sébastien. Merci à tous. Merci N'hésitez à pas vous. à vous inscrire aussi au webinaire de demain avec justement notre partenaire Time sur
les outils, les meilleurs outils de gestion. Je vous mets aussi le lien en commentaire. Et merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Et comme vous disait Léa, on vous enverra à tous le replay. À bientôt. Merci à vous tous pour votre participation. Au revoir. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au Et au revoir. revoir.